Les résolutions que vous et moi avons prises pour la nouvelle année sont déjà de l'histoire ancienne ou presque. Qu'importe, Real Economy est bien décidé à commencer 2015 en vous dévoilant les secrets de l'économie du bonheur. Dans cette édition, nous irons aux Pays-Bas où nous verrons les bienfaits pour tous d'un équilibre réussi entre vie professionnelle et vie personnelle. Nous débattrons ensuite de la validité de l'économie du bonheur avec deux des pionniers de la discipline, Jean-Paul Fitoussi à Paris et le professeur Lord Richard Layard à Londres. Alors devrait-on aujourd'hui regarder au-delà du PIB pour évaluer le bonheur d'une société ? Les indicateurs traditionnels, s'ils sont efficaces pour évaluer les hauts et les bas de l'économie à court terme, peinent en revanche à mesurer le degré de bonheur de nos enfants. Au-delà du PIB, comment calculer efficacement le bien-être des Européens? Regarder de plus près leur niveau de vie ou leur vie sociale constitue un bon début de réponse. Le moment semble donc venu de panacher les indicateurs, certains objectifs comme le revenu disponible et d'autres subjectifs comme notre niveau de satisfaction dans la vie. Place à présent à notre cours accéléré pour apprendre à mesurer notre bonheur. Pour évaluer votre bonheur, commencez par calculer le PIB par habitant de votre pays, c'est-à-dire le niveau de richesse créé. Ajoutez à cela votre espérance de vie en bonne santé. Étape suivante, évaluez votre soutien social. Vos amis et vos proches sont-ils présents dans les bons comme dans les mauvais moments? Autre donnée, quel est le niveau de corruption dans votre pays et comment le vivez-vous? Tout aussi important, le niveau de générosité. Êtes-vous du genre égoïste ou non et vos concitoyens? Enfin, vous sentez-vous libre de faire des choix fondamentaux dans votre vie? Additionnez tous ces éléments auxquels vous ajouterez votre propre sentiment de bien-être et pour finir, regardez où vous vous situez sur l'échelle de Cantril et vous connaîtrez votre niveau de satisfaction dans la vie. Cette échelle est graduée de 1 à 10, la valeur 10 représentant la meilleure vie possible pour vous aujourd'hui et dans 5 ans. À en croire le dernier rapport sur le bonheur humain dans le monde, publié par les Nations Unies, les Européens sont heureux. Et son nouveau rapport à paraître au printemps prochain devrait conclure dans le même sens. Et à y regarder de plus près, on constate que l'accès plus ou moins facile au sport, à la culture ou plus simplement à l'espace public contribue à rendre les Européens plus ou moins heureux. On cite souvent les Pays-Bas comme l'un des 5 pays au monde affichant l'indice de satisfaction le plus élevé. Émilie Refait s'est rendue sur place pour découvrir la recette du bonheur à la néerlandaise, direction Amsterdam. Pour les Janssen, le bonheur commence toujours par un petit déjeuner en famille. Nous parlons souvent de ce qui nous rend heureux dans la vie de tous les jours. Et puis ce qui nous rend heureux, c'est quand notre fils dit « bonjour », il est toujours de bonne humeur. Et le bonheur est à son comble le mercredi. Ce jour-là, Georges travaille à la maison et peut donc s'occuper de son fils de 7 ans et aider sa femme dans les tâches ménagères. Quand j'y repense, mon père rentrait tard le soir et je me dis qu'il ne nous a pas vraiment vu grandir, pendant la semaine en tout cas. Moi, j'ai fait le choix de m'impliquer davantage. Égalité homme-femme, flexibilité professionnelle, équilibre travail-vie privée aux Pays-Bas. La recette du bonheur repose sur un savant mélange de mesures bien pensées, selon ce démographe. Aux Pays-Bas, 75% des jeunes mères travaillent à temps partiel, certains pères également. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le gouvernement encourage cette flexibilité au travail. Ainsi, les parents, les hommes comme les femmes, les pères comme les mères, arrivent mieux à s'organiser à la maison. Marioline bénéficie de ce dispositif. Elle travaille actuellement 28 heures par semaine tout en conservant un salaire confortable. Le couple gagne 140 000 € par an, dont la moitié revient aux impôts. Une somme conséquente qui sert notamment au financement des services publics néerlandais. Je prends aussi les transports en commun qui sont pratiquement toujours à l'heure et qui vous amènent partout en ville. Ils ne sont pas vraiment bon marché. En fait, ils sont même très chers et ils pourraient donc du coup être beaucoup mieux. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue en tout cas. Les Pays-Bas ont en effet le PIB par habitant le plus élevé en Europe, juste derrière le Luxembourg. Une position enviable car malgré la crise économique qui frappe l'Europe, Marioline et Georges ont conservé leur emploi et continuent à profiter des petits plaisirs de la vie comme accompagner leur fils à ses entraînements de hockey. Comme une majorité de Néerlandais, les Janssen ont trouvé leur propre recette du bonheur.
J'accueille à présent le professeur Lord Richard Layard, l'un des auteurs du rapport sur le bonheur des Nations Unies. Quelle est votre définition du bonheur? C'est un sentiment, une réalité? Oui, absolument, il s'agit d'un sentiment et nous pouvons le mesurer. On peut demander aux gens comment ils se sentent, s'ils sont satisfaits de leur vie. Et leurs réponses ont une validité objective. Vous pourrez constater que dans plusieurs pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, l'indice de bonheur n'a pas augmenté sur une longue période alors que leur niveau de vie a énormément progressé. Mais est-ce suffisamment sérieux pour faire partie des politiques publiques? Eh bien, je pense que les décideurs politiques sont de plus en plus demandeurs de cet indicateur. Le Royaume-Uni était le premier à mesurer le bonheur de sa population et aujourd'hui, pratiquement tous les pays de l'OCDE le font. Madame Merkel se dit par exemple d'accord pour orienter les politiques publiques vers ce qui compte pour nous, ce qui n'est évidemment pas ce qu'ont fait les décideurs jusqu'à présent. Pensez-vous qu'en Europe, on englobe tous les paramètres? La santé mentale doit être un pilier supplémentaire de notre politique sociale. Et à l'intérieur du pôle santé, la santé mentale doit avoir la même considération que la santé physique. Et à l'heure actuelle, ce n'est le cas nulle part dans le monde. Et pour en revenir au motif de satisfaction des adultes, on observe qu'un enfant qui réussit à l'école est susceptible d'être moins satisfait qu'un enfant qui bénéficie d'une bonne santé émotionnelle. Le facteur déterminant le plus important pour une vie future satisfaisante, c'est votre état de santé émotionnelle pendant l'enfance et non vos résultats scolaires. De fait, nous devons complètement repenser nos priorités. Pensez-vous que cela soit faisable en Europe dans le contexte économique actuel? Oui, absolument. Écoutez, je m'explique. Nous continuons à dépenser des sommes très importantes. Il s'agit donc de réallouer cet argent à des secteurs qui comptent pour les gens. En Europe, le spectre du chômage constitue notre principale source d'inquiétude. La situation économique et l'immigration arrivent juste derrière, minant elles aussi notre aptitude au bien-être. Autre facteur de stress pour les Européens, la sécurité sociale, la santé, la dette publique ou encore l'inflation. L'économie du bonheur tient-elle compte de toutes ces composantes? C'est la question que Gianni Maggi a posée à des étudiants de l'université Erasme de Rotterdam, l'une des premières à s'être penchée sur cette problématique. Bienvenue dans la capitale du bonheur, ou du moins du bonheur économique. Ici, les étudiants examinent avec attention les niveaux de satisfaction de nombreux pays à travers le monde, mais quelle est leur conception personnelle du bonheur et surtout comment y parvenir? Pour moi, l'argent est un moyen, mais pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le bonheur, la santé. Nous souhaitons tous vivre heureux. Les gens sont mis sous pression pour qu'ils soient performants d'un point de vue économique. Ce serait peut-être une bonne chose de dériver cette pression vers d'autres aspects tout aussi importants de nos vies, comme les relations humaines, avoir des amis, appartenir à une communauté. Je suis convaincue que nous devrions essayer d'évaluer nos politiques différemment et faire en sorte de déterminer si elles ont un impact positif ou négatif sur la société en général. Les effets produits sur la société peuvent être très différents de ceux produits sur les indicateurs économiques. Une récente étude menée par l'université Erasme révèle l'existence d'une corrélation positive entre l'augmentation du PIB et celle du bonheur. Deuxième enseignement, plus la croissance économique est forte, plus on est heureux. Pour comparer différents pays entre eux, on s'intéresse au revenu absolu. Si l'on veut faire des comparaisons au sein d'un même pays, on regarde alors le revenu relatif. Même dans un pays pauvre, si vous êtes un peu moins pauvre que la moyenne, alors vous bénéficiez d'une petite source de bonheur en plus. Auparavant, on se concentrait majoritairement sur la croissance économique, sur le PIB. De nos jours, de plus en plus de pays s'intéressent davantage au bonheur, à la qualité de vie. Il ne faudrait pas pour autant oublier le PIB, la croissance économique. Le bonheur devrait devenir un indicateur additionnel. Nous devrions faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. Pour un pays, les conditions du bonheur sont le développement économique, la liberté. La liberté, c'est très important. L'égalité et la confiance. Plus on est en confiance, plus on tend à être heureux. Voici donc la liste des déterminants sociaux du bonheur.
Avant que le bonheur ne devienne un sujet à la mode, il y a d'abord eu en 2009 le rapport de la commission réunissant 3 économistes de renom, Amartya Sen, Joseph Stiglitz et Jean-Paul Fitoussi qui vient de nous rejoindre. Monsieur Fitoussi, les critères retenus couvrent-ils tous les aspects de la question? Le bonheur est un concept subjectif. Le bien-être, en revanche, ou la qualité de vie sont des concepts objectifs. Évidemment, il est aussi question d'argent, de santé et d'emploi correct. Mais on observe que le coût induit par le chômage est bien supérieur à la perte de revenus liée au chômage. Aujourd'hui, comment dépasser la simple rhétorique? Eh bien, il y aura toujours une part de rhétorique. Les gouvernements ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas réélus. Ils ne comprennent pas ce que les gens ressentent. On parle toujours du retour de la croissance, mais si les gens ne voient rien de palpable, alors ils vous prennent pour un menteur. Ou bien ils pensent que vous ne vous adressez qu'aux riches. Une croissance forte, mais qui ne bénéficierait qu'à 1% de la population, aucun gouvernement n'en veut, car c'est la meilleure façon de ne pas se faire réélire. Comment réduisez-vous les inégalités? On a besoin de croissance. Les gens ont besoin de croissance et de revenus. Si vous investissez dans l'économie verte, si vous investissez dans les nouvelles technologies environnementales, dans les énergies, eh bien par définition, vous allez générer des revenus qui seront redistribués. Donc je ne vois aucune contradiction entre la recherche de la croissance et les besoins de la majorité de la population dans la mesure où la croissance leur profite. Monsieur Fitoussi, merci beaucoup.